Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Vox Hebdo sur Vox TV, Facebook et YouTube. Evrad Chikasumba, journaliste à Dir TV. Albert Mianzukuta, directeur de publication du journal La Semaine africaine. Dadi Osila, journaliste à Télé Congo, sont avec moi sur ce plateau pour décrypter l'information autour de l'interdiction d'entrer aux États-Unis des ressortissants de 12 pays, dont le Congo. L'approbation de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile par le Congo et l'instabilité tarifaire dans le transport en commun. Sans plus tarder, nous allons vous inviter à suivre le premier reportage pour aborder notre premier sujet. Il avait déjà banni les ressortissants de 8 pays du sol américain en cours de son premier mandat, une décision jugée efficace qui pousse Donald Trump à réitérer. Aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions sur les visiteurs en provenance de différents pays, dont le Yémen, la Somalie, Haïti, la Libye et de nombreux autres. L'étendue des restrictions appliquées dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations matérielles apportées. Et de nouveaux pays peuvent être ajoutés à mesure que des menaces émergent dans le monde. Selon le président américain, cette interdiction est la conséquence de l'attaque menée dimanche lors d'un rassemblement en soutien aux otages israéliens dans le Colorado et dont l'auteur était sur le territoire américain de manière illégale. L'interdiction de voyage concerne en tout 12 pays et entrera en vigueur le 9 juin. Cet autre se voit imposer d'importantes restrictions, parmi lesquelles le Venezuela. Réponse immédiate de Caracas. Les personnes qui gouvernent les États-Unis sont mauvaises. C'est du fascisme. Ce sont des suprémacistes qui pensent que le monde leur appartient et qui persécutent notre peuple sans raison. La Maison-Blanche précise toutefois que des exceptions sont prévues pour les détenteurs de certains visas et les sportifs qui doivent participer à la Coupe du Monde 2026 ou au JO de Los Angeles en 2028 ne sont pas concernés par les restrictions. Voilà, Donald Trump vient d'interdire l'accès ou le voyage vers les États-Unis des ressortissants de 12 pays, dont le Congo fait partie. Albert, alors que peuvent être les conséquences d'une telle interdiction, que ce soit pour les pays concernés et les États-Unis? Pour les États-Unis, je pense une baisse à peu près indifférente du nombre de touristes congolais aux États-Unis, du nombre d'activités congolaises aux États-Unis. Mais pour le Congo, la conséquence est assez dramatique, puisque ce pays-là, il suffit de faire un tour aux chancelleries pour voir combien nos jeunes prennent d'assaut les guichets, les services consulaires pour l'octroi d'un visa de bourse, un visa sportif, un visa pour diverses... je précise tout de suite que d'ailleurs les visas sportifs ne sont pas concernés, en tout cas pour les compétitions internationales. Et donc, les conséquences sont nombreuses. Ce sont des conséquences de pays en développement vers un pays développé. Et donc, nous avons besoin de tout, alors que eux, ils peuvent cibler le nombre de choses dont ils pourraient bénéficier à des tarifs réglementaires normaux de la part d'un pays comme le Congo. Beaucoup d'Américains ne connaissent pas le Congo. Beaucoup de ceux qui connaissent le Congo le connaissent sous la dénomination de République démocratique du Congo et avant Zaïre. Beaucoup d'Américains ne comprennent même pas d'ailleurs l'enjeu de ça. Comment est-ce que de bannir l'entrée aux États-Unis à des Congolais, des Tchadiens, les Burundais, c'est une restriction, pourrait contribuer à cette Make America Great Again. Donc, faire retrouver la grandeur, sa grandeur à l'Amérique. Mais il y a des subtilités diplomatiques qui peuvent être entendues ici. Nous avons été pêchés dans le domaine du nombre de visas pris à l'aller et non récupérés au retour. Autrement dit,
sur 900 Congolais qui partaient aux États-Unis, 700 qui avaient obligation de revenir par les mêmes moyens, par la même voie, ont oublié tout simplement de rentrer au pays. N'ont plus voulu revenir. N'ont plus voulu revenir. Et ça représente pour un pays administré aujourd'hui par monsieur Donald Trump un manque à gagner dans beaucoup de services. Bien sûr, ils peuvent travailler, c'est clandestinement bien entendu, ces Congolais, mais il représente aussi un manque à gagner pour l'ensemble de l'économie américaine parce qu'ils devront se faire soigner, ils devront se faire loger, ils devront donc bénéficier d'avantages sociaux plus ou moins affirmés. Alors voilà, donc nous sommes quelque peu coupables de négligence à ne pas rappeler à nos ressortissants. Cette question se pose pour les États-Unis, mais elle se posera poserait très certainement dans les mêmes termes pour la France, pour l'Allemagne, pour le Canada, sauf que ici aux États-Unis, le motif officiel énoncé est celui-là qui nous surprend tous, donc pour fait de terrorisme. Alors voilà. Ok, Dadi, est-ce que vous avez été surpris du motif? On a dit c'est fait de terrorisme. Est-ce que vous avez été surpris d'apprendre que les Congolais ne peuvent plus aller aux États-Unis parce qu'ils sont soupçonnés de terrorisme? Ouais, au vu de l'histoire du Congo, au vu de l'historicité du terrorisme international, on est quelque peu surpris parce que c'est un peu tiré par les cheveux. Le Congo n'a pas, comme disait le ministre de la Communication, de réputation, n'abrite pas les terroristes et le gouvernement congolais ne favorise pas une politique qui justement tendrait à donner les velléités du terrorisme à ses ressortissants. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais si on doit essayer un peu d'autopsier entre guillemets Donald Trump, c'est une conséquence logique, c'est-à-dire au niveau international, Donald Trump n'a pas d'amis irréductibles ni d'ennemis irréductibles. C'est un homme d'affaires qui justement va dans le sens des deals et quand il considère que un pays en face ne lui donne pas suffisamment ce qu'il attend, il va justement, on a vu Trump se détourner des Européens qui sont des amis de longue date, même des des Ukrainiens qu'on a soutenus à bout de bras par le gouvernement. Il a changé de braquet par rapport à eux. Il s'est retourné vers Poutine alors que c'était l'ennemi désigné. Donc de ce point de vue-là, il a entre guillemets pour lui ce qui compte c'est la capacité à répondre en face. Et Albert a signifié tout un tas de choses sur lesquelles nous ne sommes plus aujourd'hui en capacité de répondre. Mais il y a aussi une stratégie d'anti-immigration qui justement, pour lui, vous savez, l'immigration ramène dans le pays des travailleurs qui sont capables de travailler sur des emplois mal rémunérés, accepter des emplois qui ont emplois à risque entre guillemets, mais si on essaie de dépeupler l'immigration, on fait que ces emplois-là reviennent vers les Américains. Donald Trump on n'oublie pas cette stratégie de lutte avec les droits de douane qui casse entre guillemets la délocalisation, les envies de délocalisation des entreprises, dont les entreprises n'ont plus envie d'aller ailleurs parce que ça coûterait plus cher, il faut rester sur place et augmenter par la même occasion les salaires des Américains, donc permettre aux Américains de travailler. Ça, c'est sur un point de vue local. Donc, on faut dire que c'est un État souverain, les États-Unis. Donc, ils prennent souverainement la décision de dire avec qui on va collaborer. Et Albert a dit tous les biens qu'on peut avoir des Américains et tous les méfaits que cela peut justement avoir. Donc la souveraineté aussi pour nous sommes un État souverain, mais la question de souveraineté, au-delà du fait que l'État c'est la population, le gouvernement et les territoires, il y a la question de souveraineté. La souveraineté se mesure par votre capacité économique, politique, militaire, et on voit de ce point de vue-là, 60 ans, on a fait notre pays depuis 60 ans aujourd'hui, on n'a pas réussi suffisamment à avoir parce que vous voyez, il y a certains pays qu'on cite qui sont pratiquement des non-États aujourd'hui, les Haïti, les Somalie, etc. Il y a des pays qui ont des menaces terroristes qu'on peut voir. Par exemple, au Nigeria, il y a Boko Haram qui sévit depuis des décennies presque aujourd'hui. Donc
je pense que c'était naturel que le Nigeria soit désigné d'État terroriste, mais pas le Congo. Donc, de ce point de vue-là, on peut penser qu'au Nigeria, les Américains ont plus d'intérêt et pour ces intérêts-là, ils peuvent, entre guillemets, caresser dans le sens du poil ce partenaire. Mais nous qui n'avons pas suffisamment d'intérêt, on passe à la trappe. Ok, on passe à la trappe. Alors, Evrad, les Congolais interdits d'aller aux États-Unis. Est-ce une occasion là pour nos autorités de se regarder et s'interroger, se dire pourquoi tant d'intérêt vers l'extérieur et améliorer les conditions pour que finalement les Congolais continuent à rester au lieu d'être comme maintenant perdus. Oui, justement, c'est l'occasion pour nos autorités de voir les choses en face et désormais de prendre des décisions adéquates à l'endroit des citoyens congolais, parce que aujourd'hui déjà concernant l'obtention de visa, que ce soit pour les autres pays, rien que déjà le passeport pose problème. Et c'est par rapport à ce contexte que je pense Donald Trump aussi a essayé un peu de mettre le Congo sur la liste noire, parce que déjà tout à l'heure monsieur Albert l'a évoqué, certains Congolais quand ils arrivent aux États-Unis en expiration de passeport ou je sais pas du visa, ils rentrent plus au pays et ça fait un manque à gagner pour les États-Unis. Tout à l'heure, on a parlé des questions de souveraineté, mais les États-Unis sont en fait en droit de pouvoir décider avec qui ils veulent collaborer. Et c'est ce qui s'est fait. Bon, déjà, Donald Trump, c'est quelqu'un qui est, je vais dire, tac-tac, en fait. Il est tic-au-tac. Il saisit l'occasion de pouvoir prendre des décisions là où ça l'arrange. Là où ça l'arrange et avec un temps un peu ferme, je me souviens à l'époque, il avait qualifié certains pays d'Afrique de pays de merde, et c'était justement dans le comportement, on va dire, de certaines autorités, de certains pouvoirs qui n'arrivaient pas à bien gérer les choses au niveau interne de leur population. Et aujourd'hui, ça se fait que répercuter puisqu'il a été élu sous base donc de ces principes-là, de ce programme, de ce projet. Il avait déjà annoncé que non, voilà la ligne de conduite que je vais pouvoir suivre aujourd'hui. Moi, peut-être ce que je trouve un peu absurde dans cette décision, c'est seulement parce que, comme l'a dit mon confrère de Télé Congo, c'est en fait classer le Congo sur cette liste noire alors que nous ne sommes pas un pays terroriste, et surtout à plus forte raison qu'ici au Congo, on ne parle pas de terrorisme. Mais c'est seulement par faute administrative, c'est-à-dire que de gestion administrative, que le Congo s'est retrouvé dans cette liste noire. Assez parlé de ce problème d'interdiction, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que nos autorités devraient utiliser cette mesure pour aussi se regarder en face et se dire sûrement il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons donc passer à notre deuxième sujet et je vous invite à regarder cet autre élément pour aborder notre second sujet. La stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile, élaborée en 2023 pour résoudre la question de la sécurité qui gagne du terrain dans les rues de Brazzaville et d'autres départements du pays, a été approuvée par le Conseil des ministres du 4 juin. Cette stratégie permettra d'orienter les actions du gouvernement dans la lutte contre le phénomène de banditisme. Cette stratégie est un plan d'action sociale conçu selon une approche concertée qui contribue à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire national. Validée lors d'un atelier tenu en août 2023, la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile pour la période 2025-2029 a pour objectif général la réduction de la délinquance juvénile par le renforcement des dispositifs préventifs et des mécanismes de réinsertion, grâce à une approche décentralisée impliquant activement les collectivités locales, ainsi que les partenaires techniques et financiers de notre pays. La stratégie de prévention et de traitement de la délinquance juvénile, qui sera exécutée pendant 5 ans, définit plusieurs axes d'intervention. Premier axe, le renforcement de la gouvernance, l'amélioration du cadre institutionnel, la coordination des acteurs et des parties prenantes, notamment le gouvernement, la société civile et le secteur privé. Deuxième axe, la production et la gestion de l'information grâce à la mise en place d'une base de données centralisée pour améliorer la prise de décision. Troisième axe,
la prévention et le traitement de la délinquance grâce à un programme d'éducation et des mécanismes d'insertion socio-professionnelle et de sensibilisation communautaire. Enfin, quatrième axe, l'implémentation d'une justice restaurative qui doit favoriser la réhabilitation, de préférence à la répression. Ce Conseil des ministres a eu à son ordre du jour cette affaire, 5 projets de décret au titre du ministère de la fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, un projet de décret au titre du ministère de l'Enseignement technique et professionnel et ce projet de décret au titre du ministère du Contrôle d'État. Nous venons donc là de voir le compte rendu fait par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et Vrad, peut-on penser que l'adoption de cette stratégie pourra-t-elle mettre fin à tout ce que nous rencontrons dans la ville? Je pense que là, en prenant cette décision, le gouvernement est passé à la vitesse de croisière, à la vitesse supérieure, parce que déjà, en amont, il y avait beaucoup de situations à régler et on a constaté quand même quelques anomalies, c'est-à-dire que les choses ne sont pas arrivées telles qu'on l'avait souhaité parce que déjà au début, il y avait la mise en place du Haut Commissariat de la lutte contre la délinquance et la restauration des valeurs on va dire de bon entretien de justice par rapport à ce qu'on avait mis en place à la primature. Il est toujours là encore, monsieur Mboumaba, mais malheureusement, dans la faisabilité, on n'a pas vu de résultats concrets. Et donc là, le gouvernement passe à cette vitesse supérieure pour essayer un peu de venir pallier, de venir résoudre peut-être ce problème qui aujourd'hui continue à être mal vu au niveau des populations. Mais est-ce que ce rapport-là, c'est pas avec son concours qu'il a été fait, oui, parce que c'est lui qui a oui, certainement, c'est peut-être oui, c'est certainement avec son concours, mais seulement est-ce qu'il y a eu vraiment moyen d'accompagnement? Parce que au départ, monsieur Mboumaba a eu à réaliser des descentes un peu partout, à Brazzaville, à Pointe-Noire, rencontrer, aller vers ces jeunes délinquants. Moi, je me souviens, il a eu aussi à organiser certaines formations à l'endroit de ces jeunes, mais malheureusement, jour pour jour, on a constaté ce phénomène s'est accentué dans les grandes agglomérations. Le cas, par exemple, récemment, de cette maman qui a été mutilée, accompagnant sa fille à l'hôpital, mais bon, aujourd'hui, on se demande encore que faut-il faire. Encore, il faut craindre le pire parce que les organisations également de la société civile essaient un peu de veiller là-dessus pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait bavure dans la gestion de ce phénomène. On va voir dans l'applicabilité ce que ça va donner sur le terrain parce que on dit il faut renforcer la sécurité des citoyens et à lutter plus efficacement contre la criminalité et donc cette stratégie prévoit de nouvelles approches et la mobilisation des ressources. Ok, Albert, une nouvelle stratégie nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on penser que demain, ce phénomène de bébés noirs disparaîtra des ruelles, des quartiers du Congo? En tout cas, la disparition d'un tel phénomène ne viendra pas de l'appui à un seul secteur d'activité, un seul point de décision. C'est la conjonction de plusieurs facteurs, l'addition de plusieurs initiatives qui pourraient donner quelque chose de nouveau sur ce terrain. La question de la délinquance juvénile est une question aussi vieille que la République. Vous savez, dans les années où nous étions, nous autres, de jeunes garçons, jeunes adolescents, on parlait de la loi Portela, qui faisait en sorte que les bars et buvettes ne ferment pas après une certaine heure, que les jeunes attrapés dans la rue soient pris et conduits au poste, que les parents soient tenus pour responsables d'un certain nombre d'agissements de leurs enfants, etc. Beaucoup de choses ont été tentées sur ce terrain et donc le résultat que nous voyons maintenant, c'est certainement le résultat de ces initiatives-là, mais aussi, faut pas l'oublier, l'addition des conflits que nous avons connus
et qui ont aidé à l'éparpillement des armes blanches, mais aussi, et du comportement, à la banalisation aussi du fait de donner la mort à quelqu'un sans émotion. Donc nos jeunes sont devenus, aidés en cela d'ailleurs par les séries télévisées et autres, nos jeunes sont devenus insensibles à la douleur et à la puissance de l'autre. Nous avons des cas où on a trouvé dans un commissariat de la ville du tramadol introduit là on ne sait jamais comment, mais la parente qui s'est mouvée de ça, qui était partie rendre visite à son fils, a dit que la solution était dans ce qu'elle avait entendu, parce que au moment où elle sortait, un des enfants, des adolescents détenus, demandait à un des gardiens, est-ce que tu peux m'acheter de la cigarette? Vous comprenez que si vous substituez cigarette à tramadol ou autre chose, etc., si le policier qui rend ce service, croit-il, ramène du tramadol et le donne aux jeunes, le mal est aggravé au lieu d'être allégé. Ok, Dadi, là on parle encore de la prévention. Est-ce que les mesures proposées par le gouvernement peuvent-elles suffire à endiguer finalement ce phénomène de banditisme juvénile? Prévention, mais il faut jamais ignorer la répression, parce que Albert l'a dit, il y a aujourd'hui, vous savez, il y a de la petite délinquance, c'est-à-dire voler un pain, faire quelque chose, crier sur quelqu'un, il y a des petits délits. Mais aujourd'hui, ce que ces jeunes ou certains jeunes commettent, ce sont des crimes très graves et crapuleux. Par exemple, découper une personne, frapper jusqu'à ce que mort s'en suive, ça, ce n'est plus une question de prévention. Là, la répression doit suivre. Maintenant, je suis heureux que le gouvernement ait pris la mesure du problème, parce que il y a un mot qui ne me plaît pas quand on parle de phénomène. Phénomène, c'est spontané, c'est-à-dire tout est arrivé, il y a une conjugaison d'événements qui arrivent sans qu'on les... Non, il y a une désorganisation, c'est systémique. Ça part de beaucoup d'aspects. Il y a les phénomènes, il y a des problèmes éducationnels, il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes culturels, il y a des problèmes, on a dit la télévision, les films, etc. Il y a des problèmes aussi d'application de la loi, parce que je pense que la loi Portela n'a pas disparu jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a tous ces problèmes, il y a une conjugaison de problèmes qui aujourd'hui nous emmène à quelque chose qu'on a appelé phénomène et que c'est très grave qu'on appelle ainsi. Donc aujourd'hui, il faut maintenant revenir pour prendre le problème à bras le corps. En amont, c'est l'éducation. Parce que des gens qui sont bien éduqués, les gens qui ont appris, qui ont été à l'école, qui ont des diplômes certifiés, sont capables, après leur sortie de l'école, de faire des choses à la mesure de leur formation. Maintenant, ceux qui sont formés, qui arrivent sur le marché du travail, doivent trouver du travail pour ne pas tomber dans l'oisiveté. Donc, in fine, il faut justement permettre à ce qu'on parle aujourd'hui, par exemple, malheureusement chez nous, par exemple, on parle de la formation professionnelle. Formation professionnelle doit être proche de l'emploi. On se forme par rapport à une entreprise, par rapport à un besoin que l'entreprise a, par rapport à un besoin que la société a pour être utile. Mais si la formation professionnelle devient ce que nous voyons tous les jours à la télévision, telle association prend des gens dans un coin quelque part, c'est pour faire des récupérations politiques, ça c'est encore une erreur fondamentale. Donc je pense qu'à partir de là, il faut rapprocher la formation professionnelle de l'emploi, il faut permettre à ce que les gens aient une éducation correcte. Quand on voit par exemple les gens qui vont dans les écoles privées, les petites écoles privées, que personne ne contrôle, et au début la jeunesse, la prime jeunesse d'un jeune qui arrive à l'école, et qu'on n'apprend pas les rudiments comme il faut, on n'apprend pas à bien lire, à bien écrire, est-ce que cette personne va s'intéresser à la langue à l'école? Non, fait juste un petit pas lorsqu'il trouve une occupation autre et se retire de l'école. Dans l'école aujourd'hui, c'est aussi un moment que l'école soit aussi proche de la pratique. Nous avons une école qui était extrêmement théorique. Vous avez les gens qui sont des scientifiques qui ont passé leur vie à faire de la scientificité théorique jusqu'à ce qu'ils ont même terminé des études dans cette théorie-là et qui doivent au sortir de l'école reprendre un métier réel, peut-être apprendre la maçonnerie, parce qu'en réalité, ils ont été trop dans la théorie, ils ne sont pas utiles à la société. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les mesures sont là, beaucoup de prévention, oui, beaucoup de répression aussi,
On dit qu'il faut alléger des peines d'emprisonnement, il y a des peines d'intérêt général. Ça aussi, c'est très important parce que nous avons des rues qui sont sales, nous avons des herbes partout. Tous les gens qui commettent quelques délits, là, ils peuvent aller couper les herbes partout et ça peut nous aider aussi. Comme a dit Evrad, nous attendons donc l'application de ce décret pour que nous constatons dans notre pays un climat apaisé où les populations pourraient vaquer sans problème à leurs occupations parce que l'État prendra en charge la sécurité de leurs personnes et de leurs biens. Je vous invite donc à une pause et nous allons nous retrouver bien après.